concentrate on the northern cliff tomorrow. The ground there is hard, so be careful when you dig. Yes, sir. Doctor! Dr. Masuda! What is it? Did you find something? Yeah, we followed the corridor from the lakeside. It matches the location described in the That must research be it. paper. Good. Show us where it is. It's different from the others. I knew it! It's over there. This must be...
Startup experiment. Open up an interconnection. Roger. Opening interconnection. Connecting with dummy protocol. A-line protocol zone secured. Opening cage partition. 60 seconds to release. Beginning countdown. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. All monitors clear. 3, 2, 1. Partition open. Proceeding with Cosmos body formation. Body formation complete. Commencing Penfield mapping. Proceeding with Encephalon construction. Mapping percentage at 76, 77, 78. Encephalon construction complete. There's noise appearing in the temporal lobe. What's the problem? It's on the left side of the temporal lobe. I'm showing slight stimulation of the synapses in section 818. It's within permissible bounds, though. Do you want to abort? No. Let's keep going. Just stick to the menu. I'll try for a direct approach. Back me up. Roger. Launching Nataraja connection system. Password accepted. Commencing Nataraja boot up sequence. Ah, ça te met tout de suite dans l'ambiance, hein. Ah oui, hein. Oh mon Dieu. Les souvenirs qui remontent. Cette introduction. Ah, ça fait du bien. Ah, ça rappelle mon époque sur PS2. Un si bon jeu, une si bonne saga. La suite spirituelle de Xenogears. Un jeu que j'ai surkiffé sur PS1. Un des meilleurs, un des musts de la PS1, Xenogears. Ah là là, ça fait plaisir. Eh bien le bonjour tout le monde, ici c'est moi Epon. J'espère que vous allez bien, bah moi ça va très très bien. La review de Xenosaga premier du nom. Et oui, bienvenue pour la review de Xenosaga. Un jeu, mais un jeu pas si énormissime que ça, pour les points que je vais énoncer, mais pour ce qui est vraiment des restes, des suites. Ah oui, ah oui, vraiment, je me suis fait un petit sondage Pixul pour vous proposer ces reviews donc. Et ben, la majorité était pour voter pour Xenosaga, du 1 jusqu'au 3. Mais quel plaisir de vous faire ça j'allais dire les enfants, non. Oui, vraiment, ça me fait plaisir de vous faire ça. Un grand plaisir partagé. Parce que bon, Xenosaga, qu'est-ce que c'est? Eh ben... Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que c'est Xenosaga? Eh ben, c'est un grand jeu.
Le premier, par contre, a ses défauts. Ça, je cautionne totalement. Et bon, avant d'énoncer tous ces points les gens, on va commencer par la présentation du jeu. Alors, Xenosaga der Wilzurg Marscht, pardon, excusez-moi. Ah non, allemand, j'ai vraiment du mal avec l'allemand, moi. Est développé par Monolith Soft. Ah, Monolith Soft. Hein. Xenogears, Xenosaga, Xenoblade Chronicle, Xenoblade Chronicle X, pour citer que ça. Ah, tu le sens le bras droit bien armé, prêt à te faire des jeux excellents, faire des réussites à chaque fois. Ah oui, Monolith Soft, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment... dès qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Monolith Soft, pour ce qui est de la production de jeux, ah oui, ils touchent de l'or, ces gens. De l'or. Vraiment, ils n'ont fait que des bons jeux, à mon sens. Mais que des bons jeux. Mais bon, on verra ça dans la review de Xenogears, Xenoblade, j'en passe et consorts, voilà. Alors, Xenosaga est développé par Monolith Soft et édité par Namco. Sorti sur PS2 ou PlayStation 2 le 28 février 2002 au Japon, aux US le 28 février 2003. Ah ouais, quasiment un an après. Même aux US, ils sont bien en retard, hein, les pauvres. Ah, on se dit qu'on se plaint chez nous, mais... Oh. Ah ouais, ils ont été bien en retard. Hein. Un an après, c'est... Ah les pauvres. Bon. Et chez nous, le 20 novembre 2003. Une version reload verra le jour également en mi-2003. Cette version dispose du doublage anglais et des options supplémentaires, comme 2 armures supplémentaires pour Cosmos et Momo, et un mode théâtre pour vous permettre de revisionner toutes les cinématiques du jeu, à condition de les avoir vues dans le jeu principal, et donc sauvegarder sur votre carte mémoire. Alors, l'histoire du jeu, comment se présente-t-elle? Eh ben, nous sommes au XXe siècle. Ah, attendez, je vais peut-être mieux repositionner le micro parce que j'ai pas l'impression que Audacity capte bien ce que je dis. Allô, 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 voilà. Ah, des fois Audacity, je me demande comment capte par moment, par petite régulation sonore. Bon, là n'est pas le sujet. Alors, nous sommes au XXe siècle, une équipe d'archéologues dirigée par le professeur Masuda procède des fouilles et tombe sur une stèle très étrange. Le professeur réussira à activer cette stèle et va réveiller un étrange monolithe flottant dans les airs. 4000 années passèrent, nous nous retrouvons dans le futur évolué, dans un complexe spatial. Nous sommes donc à bord du Woglindom, où nous contrôlons un protagoniste du nom de Shion Uzuki, ingénieur émérité d'un grand groupe industriel. Elle travaille d'arrache-pied sur les derniers réglages d'un androïde de combat révolutionnaire. Il porte le nom de Cosmos. Au début du jeu, nous nous retrouvons dans cette base de test avec Cosmos. Nous entrons vite dans le vif du sujet car nous sommes projetés dans un complexe de simulation pour Cosmos, qui servira de mini-donjon entre autres. Pendant tout ce temps, Shion travaille sur le projet de Cosmos, ou sur le projet Cosmos, hein. C'est la même chose. Elle semble avoir la capacité de voir une jeune fille qui répond au nom de Nephilim. Nephilim rencontre Shion alors qu'elle étudie le Zohar Emulator. Puis, le Woglindom se fait attaquer par un groupe de Gnosis, donc des monstres. Hein. On sait jamais, je vous le précise, qui recherchent ardemment l'émulator. Cette attaque est en partie orchestrée par les agents de UTIC Organization, Vanderkam et Cherenkov. Ils veulent prendre l'émulator pour leur patron. Margulis, pendant l'attaque, Cosmos active soudainement, les Gnosis s'enfuient avec l'émulateur. Shion et Cherenkov sont touchés par les Gnosis, et les agents de la UTIC s'enfuient par la même occasion. Par contre, sans Cherenkov, qui rejoint Shion et son équipe. Le lieutenant Virgile, je me trompe sûrement avec les G, moi. Le lieutenant Virgile de la Fédération est aussi blessé par Cosmos par un tyrannie et croit avoir été tué.
Ah, d'ailleurs, franchement, oh, la scène, c'était vraiment salaud. Hein. Comment elle te prend la grosse mitrailleuse, qu'elle te défonce la main. Oh, franchement. Oh, il était défoncé, le pauvre. Après que le Winged fut détruit, Shion, Cherenkov, Allen, Rigoldi et Cosmos sont sauvés par le vaisseau spatial Elsa. Ils fouillent les ruines du vaisseau pour la Kukai Foundation. Sur l'Elsa, le groupe rencontre le mystérieux garçon Chaos avant de demander au capitaine Matthew de les escorter jusqu'à Seconde Miltia. Ah, ça m'énerve, j'ai pas l'impression que Audacity capte correctement ce que je dis. Ah, c'est chiant ça. Oh, Audacity, je te jure. Bon, voilà vraiment pour ce qui est de la présentation du scénario. Bon, c'est un petit début de présentation des 3 premières heures ou 4 premières heures du jeu. Mais bon, je vais pas vous spoiler le reste en soi. Vraiment, vous ferez le jeu en vous-même. Hein. Voilà, il y a beaucoup de spoils que je voudrais vraiment éviter en soi. Voilà, c'est vraiment un scénario à découvrir. Vraiment, je vais peut-être vous développer, bah oui, je vais plus vous développer ça dans mon avis personnel, bien entendu. Bon, je vais vous présenter les rôles, les protagonistes, tout ça, et un méchant. Alors, ça va être assez restreint comme choix, mais bon, il y a beaucoup de personnages à présenter. Il y a plusieurs organisations, tout ça. C'est assez complexe en soi. Donc, commençons par les héros principaux de The Soft. Sachez que cette présentation sera, bah oui, un peu spéciale. Je ne vais pas vraiment définir qui est le personnage pour éviter tout spoil malencontreux. Je vais juste raconter ce qu'ils apportent au scénario et ça me permet de vous faire la surprise de la découverte de ces personnages. Nous commençons par Shion, une scientifique travaillant à Wingindle sur le projet Cosmos. Ce sera donc l'occasion, pour la première division de mesurer les capacités de combat de Cosmos. Mais également celle de Shion, parce que oui, Shion, même scientifique éméritée, elle se bat. Si tout se déroule parfaitement durant le test, vers la fin, il va se produire une chose théoriquement impossible. Cosmos va commencer à créer un nouveau réseau au sein même de l'ordinateur central. Puis elle utilisera l'Hilbert Effect, ce qui entraînera d'étranges apparitions dans l'encéphalon. Gnosis, voilà. Rien que pour dire ça, Gnosis quoi. C'est bah oui voilà. C'est le nom des monstres qui apparaissent. Ouais. Alors pourquoi c'est elle qui a fait apparaître les Gnosis alors que bon, théoriquement les Gnosis c'est des méchants, Cosmos c'est une gentille. Eh ben vous ferez le jeu vous-même, voilà. Je vais pas faire des spoils malencontreux comme j'ai dit. Il y a beaucoup de choses à cacher dans ce scénario. Même du 1. C'est dingue, c'est dingue. Étant donné que c'est plus un format épisodique qu'autre chose, eh ben vraiment faut vous éviter tout spoil malencontreux. Ce serait stupide pour gâcher l'aspect découverte que le scénario épique que Xenosaga dans toute sa saga propose. Ah, ce serait malencontreux de faire ça. Bon, Allen, l'assistant de Shion, va être totalement paniqué et voudra faire sortir Shion de là le plus rapidement possible. Mais Shion est bien trop prise par ses observations pour s'inquiéter de ce genre de détails. Alors qu'une mystérieuse petite vive apparaît dans un halo de lumière, Nephilim donc, elle semble vouloir parler à Shion, mais on ne saura pas davantage car c'est le moment que choisit Allen pour faire sortir sa chef. Puis Shion devra apporter des données sur le projet au commandant du Wingindle. Ce sera l'occasion de visiter le vaisseau. Elle passera par le hangar où est stocké le Zohar. Elle aura d'abord un flashback sur Kevin. Je sais pas pourquoi je rigole toujours en disant ce nom, Kevin. Puis lorsqu'elle se rapprochera du Zohar, elle aura une étrange vision où elle reverra l'énigmatique petite fille de l'encéphalon. Elle poursuivra sa visite en passant par la nurserie des Realians où elle croisera un militaire, le lieutenant Virgil, qui semble éprouver une forte animosité à l'encontre des Realians. Lorsqu'elle arrivera finalement sur le pont de commandement, elle se fera donc réprimander par le commandeur Cherenkov, car son équipe n'a toujours pas effectué de test réel sur Cosmos. Suite à cela,
elle ira se reposer dans ses quartiers où elle recevra un appel de son frère qui sera loin de l'intéresser. Une fois endormie, elle fera un rêve très étrange où apparaîtra une ombre qui va bientôt devenir familière. Et voilà. Et oui, et voilà pour ce qui est de Xian. Je ne vous dis rien de trop, je vous dis rien de plus. C'est vraiment pour éviter du spoil. Attendez, je me mets dans une meilleure position. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Alors, passons donc à Cosmos. Les premiers pas de Cosmos dans l'épisode 1 se feront via l'encéphalon lors d'un test d'entraînement tout à fait banal de prime à bord, mais qui très vite va s'avérer de plus en plus étrange. En effet, vers la fin de ce test, alors que Cosmos affronte Agnosis, elle va commencer à créer elle-même un nouveau réseau au sein même de l'ordinateur central à une vitesse tout à fait extraordinaire. Ce qui va provoquer des modifications au sein même de l'encéphalon. Ensuite, lorsqu'elle utilisera l'Hilbert Effect, elle entraînera des apparitions étranges au sein même de l'encéphalon, dont notamment en présence d'une petite fille aux cheveux roux. Le test se conclura par un effondrement complet de l'encéphalon. Comment Cosmos réussira-t-elle à agir sur l'encéphalon et pourquoi ces choses apparaissent dans son encéphalon? Ceci est un mystère pour tout le monde. Donc, faites le jeu, voilà. Je vais souvent vous dire ça, faites le jeu, faites le jeu. Même dans les 3 vidéos, je vais vous dire faites le jeu, mais c'est vrai quoi. Ce jeu possède tellement un scénario énorme. Ah oui, vraiment énorme, les gens. Donc vraiment, je peux pas trop vous en dire. Bon, on va passer à Junior. Junior sera la dernière personne à intégrer l'équipe. Il apparaîtra à bord d'un AGWS, cherchant des explications sur la disparition de la planète Ariane. Ne trouvant aucun indice, il retournera à bord du Durandal afin de se rendre dans le secteur où la flotte de la Fédération fut attaquée par des Gnosis. Durant l'exploration des restes de Wegindel, Junior et Marie découvriront que le vaisseau transportait un émulateur du Zohar. C'est alors qu'une flotte de Lutic fera son apparition et réduira en poussière la carcasse du croiseur. Junior et Marie arriveront à s'enfuir au dernier moment. Les croiseurs de Lutic ouvriront le feu sur le Durandal. Mais Junior ne se laissera pas faire. Les canons principaux du Durandal détruiront toute la flotte ennemie, à exception du vaisseau mère qui battra en retraite. Le Durandal s'empalera afin de l'aborder. Arrivant sur le pont, Marie se connectera à l'ordinateur principal afin de transmettre ses données à Chile via l'interconnexion. Mais des soldats de Lutic les attaqueront et Junior endommagera le câble de transfert en faisant une démonstration de ses capacités. Et voilà. Et voilà les gens. Alors je sais pas ce que j'ai ici, j'ai du mal à m'exprimer. Je dois plus reprendre mon souffle, je sais pas. Je sors de la grippe, c'est pour ça. Je sais pas, c'est bizarre. Faut dire, le temps n'est pas très favorable ici. Mais bon, vraiment, je voulais vous tourner cette review. Xenosaga, premier du nom. Ah là là. Allez, on va passer à Momo. Momo rejoindra votre équipe lors d'une fameuse course-poursuite dans l'UMN. Je préfère vous dire comme ça, en épelant. Parce que, bah voilà, hein, vaut mieux dire des noms comme ça en épelant. Alors, durant laquelle elle et Ziggy seront poursuivis par des intercepteurs de Lutic. Ce sera l'occasion pour Momo de nous faire une démonstration de cet anneau de pilotage, par exemple. Momo capturé par Lutic. En effet, au tout début du jeu, Momo était kidnappée par Lutic. Retenue prisonnière sur l'astéroïde, les Romains, c'est Ziggy qui sera envoyé pour la secourir. Ce sera une mission difficile. Malgré tout, Ziggy réussira néanmoins son coup, et ça malgré l'intervention de Margulis en personne. Momo et Ziggy s'enfuiront à bord d'une petite navette avec une flopée d'intercepteurs de Lutic à leur pouce. Sauvés grâce à l'intervention providentielle de l'Elsa, ils feront la connaissance de Xion et compagnie. Cosmos, tout ça, voilà. Et apprendront qu'ils seront tous en fin de compte dans la même destination, Segon Miltia. Alors, le prochain personnage à présenter est Chaos. Chaos sera le troisième personnage à intégrer votre équipe.
Vous le rencontrerez lorsque Shion sera recueilli par l'Elsa et il se montrera tout de suite très amical. Les talents de Chaos ne manqueront pas d'éveiller la curiosité de notre Miss. Surtout lorsque celui-ci fera disparaître un Gnosis sous ses yeux. Rien qu'en le touchant. Rien qu'en le touchant. Hein. C'est quand même scientifiquement impossible. Hein. Mais comme le Sony Chaos, les gens possèdent toutes sortes de talents. Certains sont doués pour la course à pied, d'autres pour le dessin. Et lui, il peut faire ça, il peut toucher un ennemi et le faire disparaître. C'est logique, hein. Cosmos sera aussi très intriguée par Chaos. Enfin, à sa manière. Lorsqu'elle le verra la première fois, elle le scannera 3 fois de suite. Comme s'il lui posait problème. D'ailleurs, le résultat n'a pas dû la satisfaire car suite à ça, elle demandera à Shion de vérifier ses sensors, qui ont dû être endommagés. Malgré cela, il traînera sa charmante et serviable personne durant tout le jeu, évitant soigneusement de se faire remarquer, son regard en disant souvent long. Il conseillera et aidera souvent Shion sur des sujets assez difficiles, un peu comme un ange gardien. Et voilà, c'est vraiment la bonne personne de l'équipe, quoi. Celui qui est vraiment gentil, voilà, quoi. Bon, nous passons donc à Ziggy. Ziggy apparaît pour la première fois alors qu'il est convoqué par le SOCE. Le conseil lui donne pour mission de s'infiltrer dans l'astéroïde Pléroma, une base de Lutic, afin de secourir Momo, le prototype des 100 séries. Notre cyborg réussira à s'infiltrer et à délivrer Momo. Celui-ci demandera donc son nom et trouvant que Zigufula 8 fait trop machine, elle l'appellera Ziggy. Ce dernier aura un flashback de son passé, où l'on verra Ziggy offrir à son fils Nexus 6, un chien artificiel. Son fils le renommera Next, trouvant que cela le rendrait plus vivant qu'un simple nom de série. Malheureusement, un garde donnera l'alerte et ils seront poursuivis par des soldats de Lutic. Tout allant de mal en pis, alors même qu'ils allaient réussir à fuir, Margulis en personne leur barrera la route. Ce dernier étant bien plus fort que Ziggy, le cyborg s'en débarrassera grâce à une diversion. Juste avant de s'enfuir à bord d'une navette, les capteurs de Ziggy détecteront la présence de quelqu'un. Mais qui? Mais qui? Ah! Eh ben, ce sera tout pour la présentation de Ziggy. Et oui, vous pensez vraiment que j'allais dire qui c'était? Ah non! Ah non les gens, je suis... Eh oui, c'est peut-être sadique, mais non. Ah, moi je dis rien, moi je ne spoil pas, je l'ai dit. Alors, le dernier personnage que j'ai à présenter, eh ben, ce sera Albedo. Allez, on va le présenter. Et ce sera vraiment le dernier personnage, parce que toutes les organisations, tous les personnages externes, secondaires, d'autres primaires... Enfin voilà quoi, il y en a tellement. Je pense qu'il y a une vingtaine de personnages. Ah ouais, facilement. Ça c'est beaucoup. Hein. Ah oui. Donc, le dernier personnage à présenter sera Albedo. Vous rencontrerez Albedo accompagné d'une de ses fidèles, Kirschwasher, pour la première fois juste après que Ziggy et Momo se soient échappés de l'astéroïde Pléroma. Il donne très vite l'impression de travailler main dans la main avec Lutic, qui a besoin de ses services pour recapturer le prototype des 100 séries et en extraire les Y-Data, qui visiblement l'intéressent aussi. Mais dans quel but désire-t-il récupérer les Y-Data de sa pêche? Momo en japonais signifie aussi pêche, hein, voilà. Ça je vous le dis, petite anecdote. Alors, comme le dit-il si bien, là est le mystère. Mais pour Albedo, travailler ensemble ne signifie pas pour autant agir comme un petit chien, comme il le souligne au sujet des hommes de Margulis. Et il conserve ainsi une certaine autonomie dont il ne manquera pas de faire usage. Après l'échec de faire arrêter Shion et les autres par la Fédération pour récupérer Momo, Margulis va donner le feu vert à Albedo pour qu'il puisse enfin se servir de la Song of Nephilim, ce qui ne manque pas de le réjouir. Hein. C'est vraiment
Enfin non, je vais pas vous dire ce que c'est le Song Nephilim parce que ce serait quand même du spoil à mort. Mais en tout cas, il va obtenir ça, ça va le réjouir à fond. Voilà. Dès lors, Albedo utilisera le Song of Nephilim, ce qui engrangera l'invasion par les Gnosis de la fondation Kukei. Après s'être légèrement défoulé, je vais dire ça comme ça, sur quelques hommes de la Fédération et sur quelques vaisseaux mère Gnosis avec son ES, Albedo profite alors de la confusion générale qui règne dans la Fondation pour capturer Momo en lui tenant un piège. Il l'emportera avec lui sur la Song of Nephilim afin de pouvoir mieux l'examiner. Et voilà, c'est vraiment les personnages principaux que je voulais vous présenter. Je pense que si j'en oublie plusieurs, en soi, c'est pas vraiment des personnages trop importants. Je pense vous avoir présenté le principal. Voilà. Pour ce qui est des personnages, à mon sens, c'est terminé. Voilà. À vous de faire le jeu, à vous de découvrir toutes les recettes que les personnages ont à vous proposer. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire, les gens. Alors oui, il y a d'autres personnages à présenter, comme ceux de la Fondation Kukei, Vector Industries, Elsa, et Testament aussi. Mais bon, je vous laisse découvrir ça par vous-même, encore une fois. Dans le jeu, nous auront des mechas à piloter. Ils ont été conçus pour repousser Gnosis. Bon, pour les AGWS Vector Industries, nous aurons VX 4000, 7000, 9000, 10 000 et 20 000. Pour AGWS IM Heavy Industry, nous aurons AG 01, 02, 04 et 05. Et pour AG Utic, Mercurius et Zelfo. Bon, voici en soi la présentation des personnages et des mechas. Voilà. Bon, les mechas, c'était pas obligé, hein, mais bon. Je précise quand même. Hein. Voilà pour la présentation. Passons donc au système du jeu. Le système du jeu se divise en 3 parties. Quest Mode, Battle Mode et le menu. On entend par Quest Mode les phases d'exploration. Que ce soit dans les lieux, genre une ville, hein, ou dans les donjons. Les décors sont en 3D précalculés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer d'angle de caméra. Le personnage visible à l'écran peut être changé via le menu et on remarquera également un petit radar dans le coin bas droite de l'écran sur lequel on reviendra plus tard. Rien de particulier à ajouter. Vous pouvez courir dans les décors, fouiller, parler aux gens, acheter, vendre des objets dans les magasins. Un classique dans les RPG, j'ai envie de dire. Les sauvegardes se font à l'aide d'une sorte de monolithe doré que vous trouverez un peu partout, aussi bien dans les villes que dans les donjons. A noter qu'il existe des monolithes gris que vous trouverez uniquement dans des donjons cette fois, qui donnent accès à un magasin. Dans ce quest mode, on aura la joie du radar, comme je vous ai dit. Il permet d'avoir un point de vue d'ensemble sur une zone qu'on explore. Le point rouge central représente votre personnage, donc votre position actuelle. Les triangles verts, les personnages non jouables, et les triangles jaunes, les ennemis. Il est utile surtout dans les donjons. On peut le désactiver via le menu si jamais vous le désirez. On serait également pour l'utilité d'un objet du nom de vaporiseur plug-in. Cet objet permet de détruire certains éléments du décor. Ils sont annoncés par un signal bleu et il vous suffira alors d'appuyer sur la touche carré pour les vaporiser, d'où le nom vaporiseur plug-in. Ces éléments destructibles peuvent cacher des objets, des ennemis ou même des monstres. Voilà. Alors, qui dit exploration RPG dit ennemi. Mais Xenosaga a sa particularité. C'est qu'il n'y a pas de rencontre aléatoire dans les donjons. Les ennemis sont visibles à l'écran, et si vous entrez en contact avec l'un d'eux, cela déclenchera le Battle Mode. Il est donc possible d'éviter un affrontement en contournant un ennemi. Lorsque ceux-ci se rapprochent trop et montrent un signe d'agressivité, vous serez prévenu par un warning sonore et un visuel. Il y aura écrit warning à l'écran. Libre à vous de fuir ou non. Dernier détail intéressant. Vous pourrez utiliser certains éléments du décor, pompe à feu, électrique, tout ça, pour prendre l'avantage du combat. Il suffira d'utiliser le vaporiseur plugin sur l'objet en question lorsqu'un ennemi sera suffisamment proche. Vous pouvez vous amuser à les attirer par exemple. Les avantages peuvent être par exemple une jauge de boost pleine.
Alors, passons au Battle Mode. En Battle Mode, vos personnages, 3 maximum en combat sur 6 personnages que l'on pourra contrôler, se retrouvent confrontés à un certain nombre d'ennemis qu'il va falloir bien évidemment vaincre. Ça, je pense que vous l'aurez compris les gens. Le combat se fait aux joies du tour par tour. C'est-à-dire que chacun, personnage ou ennemi, joue lorsque son tour s'active. Contrairement au combat en temps réel. L'ordre et la fréquence des tours dépendent de la caractéristique AGL du personnage. Tout en haut de l'écran, on trouve des fiches nous renseignant sur nos personnages via 4 éléments. HP, point de vie, EP, point d'éther, AP, point d'action, et BG, beau gosse, non, jauge de boost. A noter qu'il peut apparaître une petite icône indiquant que le personnage se trouve dans un état anormal. En bas, de gauche à droite, on trouve respectivement l'indicateur de boost, l'Event Slot et le GTW, Group Turn Windows. Lorsqu'un cadre bleu apparaît au niveau de la fiche du personnage, cela signifie que c'est à lui de jouer. À chaque tour, le personnage reçoit 4 AP que le joueur va pouvoir utiliser de la façon qu'il désire. En effet, toute action consomme des AP. Ces derniers sont donc à la base du système de combat. La touche carré correspond à une attaque au corps à corps. La touche triangle à une attaque à distance. La touche rond à une attaque normale, carré ou triangle. Consomme alors 2 AP. Ce qui signifie que l'on peut attaquer 2 fois et réaliser ainsi des enchaînements. Carré, 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 triangle, triangle, carré, etc. etc. A noter que si vous ne désirez pas frapper une seconde fois, il vous suffit d'appuyer sur croix après le premier coup. Cela achèvera votre tour de jeu. Quant à l'attaque spéciale, rond, elle consomme un nombre de AP et EP variables. C'est spécifique à chaque attaque. Ça, je vous préfère vraiment vous le préciser sur ce dernier point. En vous rendant dans le menu de combat, sur croix alors, vous aurez accès à d'autres commandes. 1 Ether qui consomme 4 AP. Utilisation d'un sort si vous disposez suffisamment de EP. Item 3 AP. Utilisation d'un objet dans votre inventaire. Move 2 AP. Change de place sur la zone de combat. AGWS 4 AP. Montez à bord d'un AGWS si le personnage en a un. Donc AGWS égale mecha. Voilà. Si vous voulez une meilleure traduction, je pense que celle-ci est la meilleure. Et enfin, garde 2 AP. Mettre le personnage en position de défense. Si vous utilisez une de ces commandes, cela achèvera votre tour de jeu. Vous l'aurez donc compris, il arrivera souvent de ne pas utiliser la quasi-totalité de ces AP. Mais aucune inquiétude. Le surplus est stocké et sera ajouté aux 4 AP du tour suivant. Parlons des furets. Ah, les furets. Un bon système ça. Vraiment un bon système que j'ai trouvé entre parenthèses. Alors, vous savez maintenant comment faire pour économiser vos AP et remplir la jauge d'AP. La méthode la plus commune consiste à ne donner qu'un seul coup lors d'un tour. On économise ainsi 2 AP et au tour suivant, 2 plus 4 égale 6 AP. C'est-à-dire la jauge maximum de AP. Et à quoi sert cette jauge pleine? À sortir des furies de vos personnages. Un certain nombre d'enchaînements sont associés à des furies. Donc, lorsque vous réalisez l'un de ces enchaînements avec la jauge d'AP pleine, vous aurez accès à un troisième coup, rond, qui sera la fameuse furie, faisant beaucoup plus de dégâts qu'une attaque normale, vous l'aurez compris. A noter que lorsque vos personnages seront bien développés, vous pourrez associer des furies à un enchaînement d'un seul coup. Et oui, ça c'est très dévastateur. Donc pour sortir celle-ci, vous n'aurez plus besoin de remplir la jauge AP. Seuls 4 AP étant nécessaires. Ah oui. Ah, 4 AP pour des furies. Hein. C'est pour vous dire, il faut vraiment bien gérer le stock des personnages, bien gérer l'économie pour arriver à ça. Et plus tard, maintenant, plus besoin d'économie, seuls 4 AP étant nécessaires. 4 AP, hein. 4 AP. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est presque une action normale. Hein. Enfin voilà. C'est un peu pété d'ailleurs hein, vers la fin du jeu.
Mais bon, ça n'empêche pas que le jeu soit bien difficile. Hein. Mais bon, ça, on en parlera un petit peu plus tard pour le pic de la difficulté. Précisons désormais le GTW ou Group Turn Windows. Vous reconnaîtrez le GTW par la présence de petits portraits représentant vos personnages ou vos ennemis. Elle sert à vous indiquer quel personnage va bientôt jouer. L'ordre de passage allant de gauche à droite, celui qui jugera le premier sera celui tout à gauche. Il est donc fondamental de toujours garder un œil sur le GTW, histoire de savoir qui va jouer quand. C'est un peu FF10-like, hein, ça. De savoir qui va jouer, quel sera le prochain tour. Ça peut élaborer un point tactique très intéressant. Les ennemis sont représentés avec les avatars suivants. Un M se réfère aux ennemis mécanisés. B se réfère aux ennemis biologiques et G se réfère aux gnosis. Parlons désormais du boost. Ah, le fameux boost. C'est un point très important à souligner, les gens. En dessous de la jauge d'AP se trouve le BG, ou la Boost Jauge. Cette jauge se remplit en fonction des dégâts qu'inflige le personnage. Plus il frappe fort, plus elle se remplit. Au début d'un combat, elle est à 0. Puis à chaque fois qu'on la remplit, on monte d'un niveau. 1, 2, 1, voilà, petite évolution. Eh ben, c'est bien de parler ça. Mais à quoi sert-elle? À jouer un tour supplémentaire. Lorsque la BG d'un perso est au moins 1, en laissant enfoncer R1 ou R2, son portrait apparaît dans la zone que nous avons baptisée indicateur de boost, en bas tout à gauche du GTW. Il vous faut alors presser la touche dont la couleur entoure le portrait. Le portrait sera alors entouré d'un cercle jaune indiquant que vous venez de piquer un tour. Si je dois dire ça comme ça, piquer un tour. Ces tours de jeu bonus sont très utiles et il vous faudra savoir les utiliser au mieux car les ennemis peuvent aussi booster. Et oui, il n'y a pas que des effets bénéfiques. Les ennemis aussi, ils savent utiliser ça à leur avantage. Et donc jouer des tours supplémentaires. Le boost est l'élément clé de toute stratégie de combat et savoir bien le gérer est tout simplement fondamental. Ça, je pense que vous l'aurez compris, les gens. Alors, parlons désormais de l'Event Slot, qui est une sorte de roulette qui tourne à chaque tour et qui peut offrir les caractéristiques suivantes et suivant le résultat obtenu. Il se distingue en 4 faces. Première face, rien. Donc, pas de bonus. Rien. Voilà. Donc 2 up plus flamme. Très forte probabilité de réaliser une critical attaque. Ou un coup critique. Hein, je pense que vous aurez compris. Up plus anneau, la jauge de boost va se remplir plus vite. Plus pièces, si un ennemi est vaincu durant ce tour, les E.T.C.S que vous gagnerez seront multipliés par 2, 4 ou 10. Les points que je viens de parler ici, je vous préciserai c'est quoi après, hein. Vous en faites pas. Vous en faites pas, hein. Si vous n'avez rien compris, je vais vous le dire après. Hein. Là, il n'y a pas de souci, les gens. Alors, parlons du système AGWS, ou la joie du pilotage de mecha. Lorsque vous montez à bord d'un AGWS, la plupart des commandes restent les mêmes. AP, Boost, Event Slot, GTW, et voilà. Sauf que vous ne pouvez... Pardon. Ah, je suis interrompu ici. Voilà, les gens, excusez-moi. Oui, sauf que vous ne pouvez plus réaliser de furie. De plus, le milieu de combat, croix, est légèrement différent. 1. WACT, 6 AP. Actif seulement lorsque l'AGWS est équipé de la même arme, de type WACT, dans chaque main. C'est une attaque très puissante qui remplace les furies. Item, non disponible lorsqu'on est en mode AGWS. Move, changer la place dans la zone de combat, consomme toujours 2 AP. AGWS, qui permet de descendre de son AGWS. Et garde, qui met l'AGWS en position de défense et qui consomme toujours 2 AP. A savoir que lorsqu'on est sur une suite spirituelle de Xenogears, il reprend en partie ce système. On avait un système de gear sur Xenogears,
qui poussait le mecha dans ses limites, l'empêchant un système trop abusif. Et ben dans Xenosaga, ça reprend également ce système. Donc vraiment faites attention les gens. C'est bien d'utiliser le mecha, mais pas trop. Vraiment faites bien attention. Alors, les changements de statut. Beaucoup à dire, même inutile. Bon, en soi, les changements de statut, est-ce que je dois en parler? Bah oui, je vais quand même en parler. Hein. C'est quand même une review, je vais quand même vous détailler ce qu'offre le jeu, malgré les malus. Les malus des changements de statut, mais bon, je vais vous le préciser quand même. Alors, il arrive que le statut d'un personnage ou d'un AGWS change après avoir subi une attaque ou un sort spécifique. Une icône apparaît alors au niveau de son portrait. Voici la liste des différents statuts qui pourront affecter vos personnages. Stop ne peut plus réaliser aucune action. Sleep ne peut plus réaliser aucune action. Se dissipe si le perso est attaqué. Confusion. Le personnage est incontrôlable et attaque aussi bien l'allié que l'ennemi. Si le personnage attaqué est attaqué, il a 15% de chance de reprendre ses esprits. Poison. On perd 20% de ses HP max à chaque tour. Ether Bomb. Les attaques d'Ether font le double de dégâts. Reverse. Guérison et dommages sont inversés. HP Olf. Les guérisons sont efficaces de moitié. Curse. On reçoit les mêmes dommages qu'on inflige lors des attaques. EP Alf. Les objets qui redonnent des EP sont efficaces de moitié. EP Over. La consommation d'EP est doublée. Slow. Le personnage joue 50% plus lentement. Dexterity Down. La capacité à toucher un ennemi baisse de 50%. Évasion Down. La capacité à esquiver une attaque baisse de 50%. Physical Attack Down. La force baisse de 50%. Physical Defense Down. La défense baisse de 50%. AP Olf. Les AP qu'on gagne à chaque tour sont réduits de moitié. Ether Attack Down. Les dommages des attaques d'Ether baissent de 25%. Lost, on ne peut plus utiliser la commande Ether. Et ça c'est quand même bien. C'est bien le nom du statut. Hein. Lost, perdu. Et bah oui, franchement quand t'as plus ça à utiliser, t'es vraiment perdu. Hein. Alors, Boost Seal, on ne peut plus booster. Attaque Disable, on ne peut plus utiliser l'attaque physique. Alors, autant pour les malus, je vais vous expliquer les effets de soutien des personnages. Physical Attack Up. Les dommages des attaques physiques augmentent de 20%. Physical Defense Up. La défense de l'attaque physique augmente de 20%. Focus Physical Attack. Les attaques physiques augmentent de 25% et la défense baisse de 25%. Focus Physical Defense. La défense augmente de 25% et les attaques physiques baissent de 25%. Dexterity Up. La capacité à toucher un ennemi augmente de 25%. Évasion Up. La capacité à esquiver une attaque augmente de 25%. Focus Ether Attack. Les attaques d'Ether augmentent de 25% et la défense baisse de 25%. Un peu comme les Focus Physical Attack et Defense. Donc Focus Ether Defense, défense d'Ether augmente de 25% et les attaques d'Ether baissent de 25%. AP Max. Chaque tour on gagne 6 AP. Ah ça, quand vous aurez ce bénéfice, servez-vous-en leur. Servez-vous-en, ça vous sera vraiment très utile. ST Look. Immunité contre tous les changements de statut. Speed 25. Le personnage joue 25% plus rapidement. Speed 50. Le personnage joue 50% plus rapidement. Momo Guard. Quand Momo est derrière quelqu'un, l'attaque et la défense des deux personnages augmentent. Recovery X2. L'efficacité des guérisons est doublée. EP X2. L'efficacité des sorts et le nombre de points utilisés sont doublés. Veille. L'efficacité de l'éther, attaque, dommage, guérison, est réduite de 25%. Anti-veille. L'efficacité de l'éther, attaque, dommage, guérison, est augmentée de 25%. Safety. Quand on réalise un finish, on survivra avec un HP.
Chivalry. Quand un personnage féminin est derrière quelqu'un, ce dernier ressuscitera automatiquement. Alors, l'état normaux des AGWS. Drive Suspension ne peut plus réaliser aucune action. Pilote Unconscious ne peut plus réaliser aucune action. Le personnage a 50% de se réveiller s'il est attaqué. Pilote Asleep ne peut plus réaliser aucune action. Se dissipe si le perso est attaqué. Pilote Confused. Le personnage est incontrôlable et attaque aussi bien ses alliés que l'ennemi. Si le personnage est attaqué, il a 25% de chance de reprendre ses esprits. CRTC Mark. Les attaques ennemies sont toujours des critical hits. Slow. Le personnage joue 25% plus rapidement. 50%, excusez-moi. 50% plus lentement. Ah, je me perds, je me perds facilement. Je pense d'ailleurs que je vais boire un petit coup. Alors, excusez-moi les gens. Alors, à votre santé les gens. Captain, Little Master's been buzzing us for a while. Huh? Oh, patch him in. Ah là là. Ah c'est dingue, hein. Je suis pas dans une longue review pourtant. Allez, on est déjà à 40 minutes, oui. Mais bon, je suis même pas à 1 heure, je suis déjà fatigué de parler. C'est bizarre, hein. Vous m'excuserez pour la qualité vocale vraiment pitoyable, mais bon. Voilà. Vraiment, je sais pas ce que j'ai ici. Je sais pas ce que j'ai. Je suis peut-être fatigué ou encore bien malade, mais bon. Hein. C'est pas ce qui va m'empêcher de faire une review malgré tout. Alors, nous étions au CTRC Mark. Non, Slow, pardon. Le personnage joue 50% plus lentement. Dexterity Down. La capacité à toucher un ennemi baisse de 50%. Évasion Down. La capacité à esquiver une attaque baisse de 50%. AP Olf. Les AP qu'on gagne à chaque tour sont réduits de moitié. Power Loss. La force baisse de 50%. Armor Loss. La défense baisse de 50%. Junk Hip. 20% de chance que toute action échoue. Effet de soutien des AGWS. Il n'y en a qu'un seul. J'en ai pris qu'un seul. Ether Shield. Les dommages de type Ether sont réduits de 25%. Et le reste des effets de soutien est vraiment le même que pour les humains, donc je ne vais pas vous préciser. Vous préciser en détail, hein, voilà. C'est vraiment la même chose, je ne vais pas vous refaire point par point la présentation. C'est la même chose que les humains, pour les effets de soutien. Et finalement, quand vous terminez un combat, 5 points vous sont répartis. Et voilà, c'est là où je vais plus vous préciser les points que je disais, parce que je suis sûr que quand je vous ai dit E, P, C, T, S, je suis sûr que vous n'avez rien compris. Mais ici, je vais vous le préciser. Alors, on gagne de la money, de l'argent pour vos achats. XP, ou plutôt EXP. L'expérience pour faire passer des levels. Hein. Je pense que là, nous sommes d'accord. Je pense que c'est logique. Alors, TPTS, ou T points. Les points pour développer vos furies. E points. Les points pour développer vos sorts. Et S point. Les points pour développer vos skills. Voilà. Un détail très important pour finir. Vous aurez certainement remarqué qu'il n'y a pas de commande pour s'enfuir des combats. En effet, si vous désirez fuir un affrontement, il n'y a que 2 options. Utilisez un escape bake, un objet, ou bien goodbye qui est un sort. Alors comme ça, il n'y a aucune commande pour fuir le combat. Et ça c'est bien dérangeant. Hein. Ah ça c'est bien dérangeant pour ceux qui ne sont pas habitués. Hein. Mais bon, voilà. Vous ferez vite avec le sort. Hein. En plus ça coûte pas beaucoup, donc voilà. Alors, le dernier système du jeu, le menu. Je vais vraiment faire de mon mieux pour détailler chaque aspect du menu. La partie gauche du menu est composée de 3 fenêtres, 3 maximum, qui donnent des indications sur les personnages sélectionnés dans l'équipe combattante. Nom, level, HP, EP, next level et XP.
A noter que le personnage doté du losange jaune sera celui visible dans le Quest Mode. À droite, on peut apercevoir une petite représentation 3D indiquant de quelle façon sont placés les personnages sur la zone de combat. La fenêtre de droite est le menu à proprement parler qui contient les parties suivantes. Item, Ether, Tech Attack, Skill, Caractère, AGWS, Battle Formation, UMN et Game Option. Juste en dessous sont indiqués le temps de jeu et l'argent qu'on possède. Item. Il s'agit de l'inventaire de tous les objets que vous possédez. Cet inventaire peut faire peur au début car il est composé de 8 parties. Ah oui, 8 parties, hein, c'est pas rien, hein. Franchement, le first try, quand vous ferez le premier contact, à proprement parler, la première fois vous allez vous dire what the fuck, c'est quoi toutes ces parties? Ah, mais je vais vous détailler ça dès maintenant. Alors, d'abord, on se déplace entre les différentes parties, soit avec la croix de direction, soit avec la touche L1 et R1. Donc, la première partie se nomme Item, objet classique comme par exemple les potions de guérison. Vous pouvez les utiliser avec la touche Round. A noter que les barters items sont des objets qui n'ont aucune utilité à part celle d'être revendus. Alors, n'hésitez pas à les revendre. Special Item, deuxième option. Objet que vous ne pouvez revendre et qui s'utilise automatiquement le moment voulu. Exemple, les décodeurs pour les segments. 3. Caractère Weapon. Les armes de combat des personnages dont vous disposez et qui ne sont pas équipés. Caractère Accessory. Les accessoires des personnages dont vous disposez qui ne sont pas encore équipés. Caractère Ammo. Les munitions dont vous disposez pour l'arme de Junior. AGWS Weapon. Les armes de combat des AGWS dont vous disposez et qui ne sont pas encore équipées. AGWS Accessory. Les accessoires des AGWS dont vous disposez et qui ne sont pas encore équipés. AGWS Ammo, les munitions des AGWS dont vous disposez qui ne peuvent pas encore qui ne sont pas encore équipés. Alors, nous passons au menu Ether. C'est ici que vous gérez les pouvoirs Ether de vos personnages. Guérison, attaque ou soutien. C'est la magie de Xenosaga en gros. 4 options. Use. Permet d'utiliser les sorts qui sont effectifs en dehors des combats. Par exemple, les sorts de soins. Sit. Option numéro 2. Permet de s'équiper des sorts appris. Si un sort n'est pas équipé, il ne peut pas être utilisé, ce qui est d'une logique implacable. A noter qu'on ne peut s'équiper que d'un certain quota de sorts par personnage. Troisième option, Use E-Point. Permet d'utiliser les E-Points, gagnés au cours des combats. Soit pour apprendre de nouveaux sorts, soit pour apprendre l'un des sorts de ces sorts à un autre personnage. Concernant l'apprentissage des sorts, chaque personnage dispose d'une arborescence de sorts qu'on développe comme on le désire. Sachant que pour apprendre un sort, il faudra d'abord apprendre le sort d'en dessous. Et enfin, Cancel, c'est pour revenir au menu principal. Nous passons donc à l'option Tech Attack. C'est ici que vous gérez les furies de vos personnages, c'est-à-dire les finishes de leur combo. Les furies apparaissent au fur et à mesure qu'un personnage passe des levels. 3 options s'offrent à nous. 1. Sit. Permet d'associer une furie à un enchaînement de coups. 2. Use T-Point. Permet d'utiliser les T-Points gagnés au cours des combats pour développer l'efficacité des furies. Permet... Attendez, excusez-moi. Wait, l'option Wait. Permet de les rendre plus faciles à exécuter. Tech augmente leur puissance et Speed permet de les associer à un seul coup au lieu d'un enchaînement. Voilà, l'option Speed qui est vraiment bien à prendre en compte. Je vous dis ça, ça vous facilitera la tâche les gens. Et enfin la troisième option c'est pour revenir au menu principal. Voilà. Nous passons donc à l'option Skill. Grâce au S-Point gagné au cours des combats, les personnages peuvent apprendre de nouveaux skills en les extrayant des accessoires. Par exemple, immunité contre le poison, voir les HP des ennemis, etc., etc. Si vous ne pouvez extraire un skill d'un objet, c'est certainement parce que votre level de skill est insuffisant. Pour l'augmenter, il faut extraire de très nombreux skills à toutes sortes d'objets. 3 options s'offrent à nous. Extract
permet d'extraire un skill d'un accessoire. Sit permet d'équiper un personnage d'un skill appris. Seulement 3 skills peuvent être équipés en même temps. Et 3 cancel pour revenir au menu principal. Alors, s'offre à nous la prochaine option de Caractère. C'est ici que vous gérez l'équipement de vos personnages et vous trouverez un descriptif complet de leurs caractéristiques. D'abord, le nombre de T-Points, E-Points et S-Points que possède chaque personnage. Puis, plus en bas, les caractéristiques propres. STR, force des attaques physiques. VIT, résistance aux attaques physiques. Psychique. Oui, même psychique, pardon. EATK, force des attaques d'éther. EDEF, résistance aux attaques d'éther. DEX, capacité à toucher un ennemi. EVA, capacité à esquiver une attaque. Et AGL, fréquence de jeu. 3 options s'offrent à nous. Équipe, permet d'équiper une arme, une armure et des accessoires. 3 au maximum. Yoon équipe, pour se déséquiper des armes, armures et accessoires. Use T-Point, permet d'utiliser les T-Points gagnés au cours des combats, pour augmenter les caractéristiques du personnage. Je vous conseille de gaspiller vos persos T-Points ici. Non, je rigole. je vous le déconseille, bien au contraire. Bien au contraire, je vous le déconseille vraiment. Parce que vraiment... ouais, vraiment pour augmenter les caractéristiques du personnage, vraiment par moment dans le jeu, vous devrez augmenter telle ou telle stat, pour les éthers par exemple. Ouais, je vous déconseille quand même. Vraiment pour un aspect tactique à certains moments du jeu, je vous déconseille. N'utilisez pas tout, n'utilisez pas tout quand vous aurez. Soyez pas trop gourmands les gens, soyez pas trop gourmands. Alors... nous passons au menu des AGWS. Ici, vous gérez l'équipement de vos AGWS et vous trouverez un descriptif complet de leurs caractéristiques. FHP, nombre de points de vie. DPOW, force des attaques physiques. PARM, résistance aux attaques physiques. Encore. EARM, résistance aux attaques d'éther. AGL, fréquence de jeu générale. WAGL, fréquence de jeu déterminée par les armes équipées. 3 options encore s'offrent à nous. Équipe, permet d'équiper des armes, des accessoires. 3 armes et 3 accessoires au maximum, encore une fois. Yoon équipe, pour se déséquiper des armes et des accessoires. Pilote, permet de choisir le personnage qui pilotera l'AGWS. A noter que seuls le Cosmos et Ziggy ne peuvent pas être pilotes. Battle Formation. C'est ici que vous pouvez gérer votre équipe de combattants. Encore, c'est marrant, hein, encore 3 options. Hein. Je pense que, ouais, normalement ça change après. Hein. Alors, 3 options s'offrent à nous. Formation. Permet de placer ces personnages sur la zone de combat. 6 places, 3 avant et 3 arrière. Replace. Permet de changer 2 personnages et d'en choisir dans la réserve. Et 3 cancel pour revenir au menu principal. Le menu UMS, Unus Mundus Network. Ici, vous pouvez accéder au network du monde de Xenosaga. 4 choix possibles et non 3. Il y en a marre des 3. Alors, le premier c'est Mail. Permet de lire et de répondre aux mails qu'on reçoit. On peut aussi télécharger l'éventuelle pièce jointe. 2. Database. Permet d'accéder à 2 sous-répertoires. Gnosis, description de tous les Gnosis qui ont été scannés, et Keyword. C'est un peu le lexique des termes de Xenosaga, si je dois dire ça comme ça. Alors, le 3 concerne le plugin module. Liste de tous les plugins que vous avez téléchargés de vos mails. Et le 4, EVS, Environment Simulation Service. Liste des donjons que vous pouvez revisiter et des mini-jeux qui ont été débloqués. Et le dernier menu concerne le Game Option. Comme son nom l'indique, qu'il s'agit des options du jeu, je pense que vous l'aurez compris les gens. Alors, 6 options s'offrent à nous. Sound Mode permet de mettre le son en stéréo ou en mono. 2. Cursor Location Memory sont choisis on alors qu'on ouvrira une fenêtre, le curseur sera placé à l'endroit où était positionné la dernière fois.
3. Vibration. Si on choisit on, le mode vibration sera activé par exemple. Radar display. Si on choisit on, un radar sera disponible dans le coin bas droite de l'écran en mode quest. Monitor setting. Permet de positionner l'écran du jeu par rapport à l'écran de sa télévision. Et 6. Défaut, restaure les paramétrages originaux du jeu. Ah, voilà pour la présentation. Bon, j'espère vous avoir détaillé au maximum tout le système du jeu. Hein. Ce serait ballot d'oublier un système après une présentation aussi complète. Enfin, à mon sens, complète. Hein. J'espère vraiment vous avoir bien détaillé tout ce qu'il faut. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre, les gens. Alors, car pour ceux qui ont peur de la frontière de l'anglais, il est vraiment important de détailler tous ces points. Ah oui. Parce que certains, ils taclent parce que c'est anglais, tout ça, qui n'ont pas envie. Bon, je comprends. Ça aurait été bien d'ailleurs, une traduction française de Xenosaga. Mais bon, hein, pas tout espérer non plus, voilà. Hein. Même si bon en anglais, mais même en anglais, pour ceux qui ont peur de la frontière, c'est vrai que pour comprendre le scénario, l'idéologie, tout ça, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ah ça, je comprends bien. Bon. Voilà. Alors, je peux enfin faire mon avis sur ce jeu. Que penser de Xenosaga? Ah, sens dessus-dessous. Sens dessus-dessous, malheureusement, les gens. Alors, pour le scénario. Le scénario, qu'est-ce qu'on peut dire? On touche entre le bon et le mauvais, malheureusement. Le scénario est extrêmement bien ficelé. Vraiment très bien ficelé. Ça, je peux le dire. Même épique. Épique, le scénario. Du très bon de ce côté-là. Mais on touche le syndrome de Metal Gear Solid 4. Et oui, le syndrome de Metal Gear Solid 4 que j'ai vraiment pas aimé. C'est-à-dire beaucoup trop de cinématiques. Bon. Après, pour s'intégrer au scénario, rien de mieux. Hein. Là, je comprends. Là, je comprends entièrement. Rien vaut mieux une bonne mise en scène pour te plonger dans l'ambiance du jeu. Là, je comprends entièrement. Mais je sais pas, moi. Moi, quand je me balade avec une cinématique qui peut parfois durer 20 minutes, pop. Pop d'un coup, comme ça. 20 minutes. Mais non, mais merde, quoi. J'ai envie de dire, laisse-moi me balader tranquillement. Il y a beaucoup trop de cinématiques, les gens. Même le début du jeu. Enfin même, je suis d'accord que c'est la partie introduction qui le veut. Là, d'accord. Mais tu te sens déjà cloisonné. Ah oui. Bon, en même temps, c'est qu'un vaisseau. C'est pas comme si c'était une terre à visiter. Là, je suis d'accord. Mais tu te sens déjà un peu cloisonné et puis... Ça prend 2 heures avant de démarrer. Après, je demande pas en 2 heures de chercher de l'épicness et de bien démarrer avec de l'action partout, tout ça. Non, non, non. Mais ça démarre trop lentement, je suis désolé. Vraiment, le scénario, on touche entre l'épicness et le ridicule. Enfin, le ridicule, c'est un mot très fort, là, je suis d'accord. Mais beaucoup trop de cinématique, je suis désolé. Vraiment... En plus que le jeu est super long, il est vraiment très très long. 50 heures maximum si vous rushez bien le jeu. Voilà quoi. Voilà, c'est vraiment... quand t'es stoppé toutes les heures par une cinématique, 1 ou 2 cinématiques, c'est chiant quoi. À croire que presque le tiers du jeu n'est composé que de cinématiques. Je sais pas si vous, ça vous choque, mais... Oh, non, quoi. Non, 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 non. Il y a beaucoup trop de cinématiques, voilà. Je pense avoir assez dit, mais bon, voilà, quoi. Mais ça n'empêche pas le scénario d'être efficace. Là, faut le reconnaître tout de même. Avec des personnages bien charismatiques. Voilà. Ah oui, autre point que j'ai failli pas préciser. Bon, les quêtes annexes, bon. Elles ne sont pas très développées en soi. Quelques boss spéciaux, des mini-jeux dont un excellent fight entre mechas.
est certainement le plus intéressant, la quête des segments. En quoi cela consiste? Partout dans le jeu, cacher un certain nombre de portes recevant chacun un objet spécial. Le but du jeu étant d'abord de les débusquer, puis de dénicher les clés qui les ouvrent. Simple, mais bon, c'est très bien pensé, cela oblige parfois à revisiter tous les lieux à fond. Voilà, excusez-moi si j'ai oublié ce dernier petit point, mais bon, il m'était assez indispensable de le préciser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ah, ouais. L'aspect graphique et technique. L'aspect graphique et technique. Parlons-en. Que dire. Bon. Autant les personnages sont très bien modélisés. Charismatique à fond et vraiment très attachant. Hein, bon, peut-être des yeux vraiment hyper globuleux, mais bon, ça c'est qu'un détail. Voilà. Maintenant, je critique un petit peu les yeux trop globuleux, tout ça. Bon, c'est qu'un détail, ok. Mais bon, faut voir la Xenosaga 3 maintenant qui a fait un bon graphique. Un vrai bon, hein, vraiment, c'est... Ah, ils ont bien géré le côté graphique. Ah, vraiment, par rapport à Xenosaga premier du nom, l'évolution qui a été mise... Ah ouais, il y a vraiment eu du travail. Ils ont bien su évoluer Monolith Soft. Vraiment, c'était parfait. Ah oui, vraiment parfait les graphismes de Xenosaga 3. Mais bon, j'y reviendrai lors de la review du 3, justement. Alors, bon, je disais, les personnages sont très bien modélisés, charismatiques à fond, vraiment très attachants, voilà. Mais autant les décors, c'est vide par moments. Mais surtout bien terne, comme il faut. C'est triste. Surtout que pour les moments d'action, on se retrouve fort dans le même background. C'est triste. C'est pas tellement varié que ça au final. Vraiment des couleurs bien pauvres, des corps vides, tout ça. Oh. Ça donne pas envie par moment. Tu penses être dans un moment d'happiness, tout ça, mais tu te retrouves 50% parfois dans des complexes spatiaux avec des salles qui se ressemblent. Et parfois tu vas dans les terres. Voilà. Ils auraient pu mieux faire, bon. Vous allez sûrement me dire, ah, mais remets-toi dans le contexte de l'époque, tu sais. Non, les gens. Pour le contexte que ce jeu, la date de sortie de ce jeu, on faisait de meilleurs graphismes sur PS2. En termes de décor, je parle. Bien attention. En termes de décor. Mais ils auraient bien pu travailler ça, je pense. Bon. Pour le système... Pour le système du jeu, j'ai rien à redire. Vraiment, le système de, allez, contourner tes ennemis, les prendre à revers, même leur tendre des petits pièges, moi je trouve ça bien marrant, vraiment bien marrant. Je trouve ça vraiment génial. Ça t'évite des combats aléatoires chiants par moment, où vraiment tu veux... Si t'es dans un moment critique et que tu veux sortir de la grotte et que tu te sens mal, parce que, je sais pas, t'as pas eu le level suffisant, et que tu te rends compte que l'ennemi il t'atomise et que tu réussis malgré tout à vaincre l'ennemi ou à fuir le combat, et ben ça te permet de revenir et d'éviter tout affrontement. Un point positif ça. Vraiment. Après, qu'est-ce que je peux dire encore? Le battle mode. Eh ben, rien à redire, hein. Je pense que vous avoir détaillé assez. Ce système de boost. Ce système de repérer qui va faire le tour d'action, de repérer qui va taper. Mais c'est du tout bon, les gens. Moi j'ai envie de dire, l'aspect tactique est bien mis en place de ce côté-là. Repérer qui va attaquer, te préparer, autant sur l'attaque défensive que autre chose. L'attaque défensive. Oh mon dieu, j'invente de ces termes maintenant. Eh ben, oui, autant te préparer sur la défensive que sur l'assaut. Eh ben, c'est du tout bon. C'est tout bon de ce côté-là. Vraiment. Alors, bon, qu'est-ce que je peux encore dire? Le système de mecha, oui. Le système de mecha, c'est très bien géré. C'est très bien géré de ce côté-là.
tout vous dire, qu'ils aient repris le système de Xenogear, mais c'est excellent. C'est excellent. Ça t'empêche pas de pas tricher, mais limite spammer avec le maker. Mais c'est très bien pensé. Ah oui. Bon, en même temps, c'est un peu une suite spirituelle, donc c'est un peu logique qu'ils reprennent des parts et d'autres du gameplay. Mais bon, voilà quoi. Ça, très bon point. Très bon point. Anti-système abusif. À bien souligner. Et puis ce système de boost, de furie, d'association, d'amélioration. D'amélioration, ah oui. Là, on touche vraiment mais ce qui est le plus bon. Ce qui est le plus bon dans ce qu'on peut offrir dans un combo tour par tour. Une bonne recette, bien exploitée. Et un aspect tactique très bien mis en avant. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Au sujet des musiques, composées par Yasunori Mitsuda, là aussi, on touche entre le bon et le mauvais. Bon, je reconnais bien sûr que Yasunori c'est vraiment un grand compositeur. Hein. Chrono Cross, Xenogear, si je dois vraiment citer que ces jeux, hein. Surtout Chrono Cross. Hein. Voilà. Si je dois vraiment citer qu'un jeu, Chrono Cross. Là vraiment, c'est une OST légendaire, c'est un compositeur de légende. Mais là, le Yasunori nous a fait une petite déception hein, sur ce premier Xenosaga. Bon, heureusement il s'est rattrapé par la suite, mais petite déception aussi. Bon, si la plupart des musiques sont bonnes, voilà. La plupart des musiques sont bonnes, mais malheureusement mal exploitées par moments. Bon, par exemple, il n'y a aucune musique de lieu. Déjà ça, c'est décevant. C'est décevant ça. Ça te plonge pas dans l'ambiance. Pourquoi? Pourquoi? Vous auriez pu mettre vraiment une petite bande passante, je sais pas, une petite musique d'ambiance, voilà, c'est pas dur à composer. Et ça te met tout de suite dans l'ambiance, dans la veine de l'ambiance. Mais non, il n'y a aucune musique d'ambiance. Seuls les 2 derniers donjons disposent d'un thème. Et le pire de tout, il n'y a pas de musique de boss. Oh non, oh non, non messieurs. Pas de musique de boss dans un RPG, mais what the fuck quoi. Mais what the fuck. Même pas de thème de boss, mais... Moi parfois, dans le jeu, j'étais paumé, hein, pour tout vous dire. Je repérais un gros ennemi, je me disais, ah ok, il est plus fort que les autres, voilà. Bon, en soi, quand tu vois un moob dans un donjon qui est bien plus fort que les autres, tu peux te douter que c'est un boss, là je suis d'accord. Mais la meilleure des choses quand même, pour te rendre compte que tu es face à un ennemi auquel tu dois pas rigoler, mais c'est de changer son thème. De te faire dire, ah lui il a un thème bien différent. Ouh, ça sent encore plus l'épicness. Ah, je dois vraiment me concentrer. Mais non, pas de thème de boss. Juste le thème classique des combats. Mais c'est impensable. Non. Non, c'est... Je vais pas dire que c'est pour détruire une recette du RPG, mais c'est limite, quoi. Là, je suis pas d'accord. Non, 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 non. Là, je suis pas d'accord, les gens. Et bon, ça n'empêche pas certaines musiques d'être remarquables et d'illustrer à la perfection le jeu. Là, je suis d'accord, mais bon. Pas de thème de boss, c'est quand même décevant, quoi. Voilà, quoi. Bon, pour la durée de vie, comptez environ une 30aine d'heures. Voire une 50aine si vous voulez tout explorer à fond. Le jeu en lui-même est bien linéaire et ultra dirigiste. Surtout au début, hein, comme j'ai dit. Surtout vraiment au début. On n'est pas vraiment libre et d'ailleurs il n'y a pas de carte. Juste une ville vers le dernier tiers du jeu qui sera le point de repos pour l'exploration des derniers donjons. Mais ça ne gêne en rien tout ce qui est scénario ou durée de vie. Étant donné que le scénario est extrêmement bien ficelé, à aucun moment on a un sentiment d'emprisonnement. Bon, peut-être au début, hein, mais bon. Pour deux premières heures un peu lassantes au début, enfin lassantes, ça différenciera la personne qui aura son point de vue sur la lassitude des 2 premières heures du premier contact du scénario, hein. Là je suis d'accord avec vous, mais bon, moi ça m'a un petit peu lassé. Même si j'étais dans l'ambiance, moi, faire me balader, aller de salle en salle, répéter les mêmes gestes, moi ça m'a un petit peu lassé quand même. Bah, que vous dire, mais ça ne gêne en rien, voilà.
On n'a pas du tout un sentiment d'emprisonnement pour le reste du jeu. Tout s'enchaîne de façon très naturelle, on n'a qu'une seule hâte. Connaître la suite. Savoir la fin. Savoir la fin. Continuer. Voilà quoi. Les donjons sont... Qu'est-ce que je pourrais dire sur les donjons? Bah, ils sont assez bien foutus quand même. Et assez vastes vers la fin. Même si tu as un sentiment de répétitivité constant, ils ont fait un effort. C'est assez vaste vers la fin. Mais bon, vers la fin. Il y a de quoi faire de ce côté-là, et de plus, on a souvent droit à des sous-boss. Si la difficulté est bien dosée en général, vers la fin, ça se force d'un coup, et cela pourra en rebuter certains. Oui, je dis rebuter certains, parce que la difficulté... je sais pas. Comment vous dire? Je sais même pas comment vous illustrer ça. Parce que oui, je suis d'accord, c'est la fin. D'accord? Si on va vers la fin, c'est que la difficulté, elle doit montrer d'un cran. Ça, c'est logique, c'est dans toute base de RPG. Mais ça monte d'un coup sec tellement fort que... ouais. Si t'es pas prêt à ça, bah... tu peux être bloqué un petit peu longtemps, hein. Voilà, mais bon, c'est pas impossible non plus, hein. Voilà, c'est juste une difficulté qui monte d'un cran, mais vraiment haut. Mais bon, faites attention, c'est tout. Passez bien, level up, tout ça, voilà. C'est un peu dans le code du RPG en général. Voilà. Mais bon, un peu de level up, comme j'ai dit, ce sera un peu réglé, voilà. Et ben voilà, vous avez mon avis sur le jeu. Et alors, que penser de ce premier Xenosaga? Bon, il y a certains points qui rebutent. Ou du moins m'ont rebuté personnellement. Voilà. Après, c'est pas tellement si important à souligner, mais à souligner quand même. Voilà. Moi je dis, quelque chose m'a déplu, je le souligne. Voilà. C'est qu'un avis personnel, vous avez le droit à votre propre avis. Si jamais mon avis ne vous plaît pas, on peut en discuter via les commentaires. Voilà. Voilà. Ça me permettra un bon petit débat d'argumentation, ça me fait toujours plaisir, ça me fait toujours plaisir de discuter de point par point avec vous. Vraiment, vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de discuter. Alors, pour le reste, nous côtoyons l'Epicness question scénario. Ah oui. Extrêmement travaillé, ficelé, tout ce que tu veux, bah. Pour ma part, c'est une expérience à vivre sur un épisode. Bon. J'ai d'expérience à vivre, vous avez eu l'impression que durant toute cette review, j'ai descendu le jeu sur certains points. Non, c'est juste des points qui rebutent, c'est pas une catastrophe non plus. Non. Sauf peut-être pour le thème des boss qui détruit un petit peu l'immersion de l'épicness des affrontements, mais bon, hein, voilà quoi. Mes questions scénario, voilà. Vraiment, on suit le cours du scénario, on suit l'histoire, voilà. On suit l'histoire de Cosmos, de Shion, de Chaos. Voilà, c'est vraiment un très bon scénario, très bien mis en avant, très bien scénarisé. Des personnages profonds. Tout ça, tout ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment, mais... on touche l'épicness. On est content. Ah, Monolith Soft, hein, ils ont encore fait c'est travail. Voilà, c'est pas pour rien que c'est les développeurs de Xenoblade, hein. Voilà. Juste pour vous dire ça, voilà. Alors, et encore, ce n'est que le premier épisode. Ah oui. Le 2 est encore plus épique. Le 3, alors, c'est l'épique de l'épique. Ah oui, Alsos Plaxalatus Tola, c'est vraiment l'épicness dans tout son état de ce qui est du meilleur. Et on verra ça plus tard. Car ici, j'ai terminé cette review. Alors, si je dois mettre une note au jeu, je mettrai un bon 17 sur 20. Voilà. Les points positifs, le scénario vraiment épique. Des musiques vraiment bien, mais qui auraient pu être bien meilleures, hein, en soi. Surtout pour les lieux où tu as vraiment... aucun ressenti. Bon, je ne dirai rien pour la musique des boss qu'on peut oublier, hein, parce qu'elle n'existe pas, voilà. Mais bon, vraiment pour les musiques non, que je n'ai pas soulignées, voilà, c'est vraiment du très bon rendu, très bon rendu. Des personnages profonds, tout ça, voilà quoi.
Alors, voilà, je vais finir ce scénario. Mon Dieu! Oh, je suis fatigué. Je pense que je vais vite aller dormir après, moi. Alors, c'était la review de Xenosaga. J'espère vous avoir donné envie de jouer à ce jeu. Voilà. Bon, j'ai pas fini mes points positifs et négatifs, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je pense avoir mon avis au plus complet. Je pense vous avoir détaillé au plus complet ce que peut offrir ce jeu. Que vous dire de plus? Eh ben, achetez ce jeu. Tout simplement. Vivez cette aventure. Vivez l'aventure que propose Xenosaga. Prenez du nom, et ainsi que les suites. Mais bon, ça, on verra plus tard ensemble, les amis. C'est Ultima Weapon. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et sur ce, ciao, bye bye les gens. Answer me. Why are you doing this? There's absolutely nothing you can hope to gain out of this! Au contraire. I am doing all this for your sake, Rubidoux. For my sake? Have you forgotten, Rubidoux? That fateful day 14 years ago? Have you forgotten what you did to us? It's all because of you.
Because you closed yourself off from us. Our mental link was broken, and one after another, we succumbed to the power of the song. Left behind in that horror. Did we have any choice but to submit to it? Remember what happened, and repent for your sin! It's true, I mean... So you finally admit to it, you coward! All right! Damn it! I couldn't control my fear! Junior. Yes! And therefore, you must atone for your sins. Atone with your life. I am the executor for all those who were destroyed. Although, I'm actually grateful to you, Rubidoux. Thanks to you, I alone was able to find the way to a whole new world. What do you mean, a whole new world? That's all that I seek. It's quite simple. Don't you think? What the hell are you talking about? At first, I wasn't sure if I should believe, but I experienced something a moment ago that confirmed it. And this ought to verify that experience for me. Entertain me, if you will.